Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de mathématiques CST de quatrième secondaire, sur le chapitre des statistiques. Et dans ce nouveau tutoriel, nous abordons une toute nouvelle section, tout nouveau domaine d'étude des statistiques, les distributions statistiques à deux variables. Si on fait une petite récapitulation de ce qu'on a fait jusqu'à présent, au tout début de notre chapitre, on a fait de la révision de troisième secondaire avec donc la moyenne, le mode, la médiane. Ensuite, encore un peu de révision avec les quartiles. Et après, donc, on a développé certaines choses, certains concepts là, propres à la quatrième secondaire. Donc, le diagramme de tige à feuille, généralement très simple. Et ensuite, écart moyen et rang centile. Donc, je ne ferai pas un retour là-dessus, mais le dénominateur commun de toutes ces choses-là, c'est que ce sont des mesures, donc la moyenne, par exemple, la médiane, c'est des mesures de tendance centrale, l'écart moyen, c'est des mesures de dispersion, le rang centile, mesure de position. Ce sont toutes des mesures statistiques qu'on calcule dans le cadre d'une distribution de données. Donc, on évalue quels ont été les résultats d'un examen quelconque. Bien, on évalue juste les résultats de l'examen et rien d'autre. Donc, on fait des calculs sur une distribution statistique, on dit à ce moment-là à une variable, parce qu'il y a une quantité, donc, qu'on cherche à évaluer et analyser. Ce qu'on s'apprête à commencer aujourd'hui, ce qui est complètement nouveau, c'est qu'on va tenter d'établir des liens, donc, qu'il peut y avoir entre, donc, des relations, entre des quantités statistiques, entre plusieurs différentes quantités statistiques. Donc, imaginons un exemple rapidement. J'ai beau évaluer, les résultats d'un examen de certains élèves. Imaginons que je voulais savoir, parmi les résultats, est-ce qu'il y a un lien entre le résultat d'un examen et le nombre d'heures d'études des élèves qui ont fait cet examen-là? Bon, est-ce qu'il existe une relation entre les deux? Donc, ce qu'on veut commencer à faire à partir d'aujourd'hui, c'est de développer des outils mathématiques qui vont nous permettre, donc, d'analyser ces choses. Et donc, pour nous aider à mieux saisir ça, j'ai quelques petits exemples ici au départ pour vous. Donc, ces exemples-là ne se trouvent pas dans le document de notes, c'est juste, si vous voulez, pour un peu là, partir la discussion, faire une petite introduction. Donc, comme je viens de le dire un peu, là, dans plusieurs contextes, on cherche à établir un lien statistique entre des distributions de données différentes. Donc, on essaie de mettre en relief deux quantités, voir s'il y a un lien entre ces deux quantités-là. Donc, j'ai quelques exemples pour vous. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. On va voir la réponse à l'aide de différents graphiques. Donc, par exemple, selon vous, est-ce qu'il existe un lien entre le nombre de policiers et la population d'une province? Donc, le nombre de policiers qu'il y a en service dans une province et la population d'une province. Donc, vous pouvez réfléchir à ça à l'instant et on va vous donner la réponse dans quelques secondes. Deuxième question, est-ce que selon vous, il existe une relation entre l'espérance de vie, c'est le nombre d'années en moyenne que les gens vivent dans un pays, et le taux de mortalité infantile. Donc, le taux de mortalité infantile, c'est le nombre d'enfants qui meurent en bas âge. Là, je ne connais pas la définition exacte, là, mais les enfants, malheureusement, qui décèdent là, très, très jeunes. Donc, est-ce qu'il existe une relation entre ces deux variables-là à l'intérieur des différents pays du monde? On va voir ça dans un deuxième exemple. Dernier exemple, est-ce qu'il existe donc un lien entre l'âge d'un joueur de hockey et le nombre de points récoltés? Donc, c'est-à-dire, je ne parle pas donc l'âge d'un joueur au fil de sa carrière. Donc, si on prend tous les joueurs de hockey, par exemple, de la Ligue nationale, et qu'on évalue leur âge et le nombre de points, donc est-ce qu'il existe un lien entre euh, les deux variables? Donc, autrement dit, est-ce qu'on sera en mesure de dire qu'un joueur plus jeune va nécessairement accumuler plus de points, un joueur plus vieux moins de points, ou l'inverse, peu importe? Donc, c'est ce qu'on va voir dans dans un dernier graphique. Donc, justement, je le disais, je parlais de graphique. Pour être en mesure de répondre à ces questions-là, donc, on peut prendre les données qui sont mentionnées ici et les placer sous forme de graphique. Donc, placer ça dans un graphique avec l'axe des X étant une des deux variables et l'axe des Y l'autre variable.
Donc, on va regarder ce que ça donne ici pour la première question, donc sur le nombre de policiers. Donc, vous avez ici, pour le Canada, la relation qu'il y a entre le nombre de policiers et la population. Donc, en X, ici, vous avez la population, en Y, le nombre de policiers. Donc, ça, et c'est par province. Hein. Si je ne me trompe pas, là, il y a bel et bien 10 points dans la distribution pour les 10 provinces du Canada. Et ce qu'on voit en somme, donc ce que ça crée, voyez que les points ici sont alignés, ils sont même alignés presque parfaitement le long d'une droite comme ça ici. Donc, évidemment, plus la population d'une province est grande, plus on s'attend à retrouver à l'intérieur de cette province-là un nombre de policiers qui est grand. Donc ça ici, ce serait l'Ontario, donc la province la plus populeuse du Canada. Ensuite, le Québec, ici. Et là, dans l'ordre, je pense là, que ce serait la Colombie-Britannique et ensuite l'Alberta. Bref, donc ce serait donc les différentes provinces, là, dans l'ordre ici, là, il y a toutes les autres provinces au bout après. Donc, on voit très bien que plus la population d'une province est grande, plus le nombre de policiers est grand. Et donc, les données qu'on voit ici dans ce graphique-là nous le démontrent très, très, très clairement. Et c'est logique, on s'attend dans le fond à cette chose-là, parce que plus qu'il y a de monde, plus qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de possibilités de crimes, et donc ça prend plus de policiers, évidemment, pour surveiller tous ces gens-là. Le type de graphique que vous venez de voir, donc peut-être vous l'avez déjà vu, mais ça s'appelle un nuage de points. C'est-à-dire qu'on va aller prendre des données sur la population et sur le nombre de policiers, par exemple par province, et on va aller placer ça, donc en X et en Y, on va placer le point exactement là, où ça correspond là, par rapport aux différentes provinces. Donc c'est un nuage de points ici qu'on a formé avec ces données-là. Voilà pour ça. Donc pour la première question, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux quantités-là? La réponse est oui. Et donc, c'est un lien là, croissant, là, donc ça monte, hein, donc plus il y a de population, plus il y a un grand nombre de policiers. La deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un lien entre l'espérance de vie et le taux de mortalité infantile dans les pays du monde? Voici ce que ça donne au niveau d'un graphique. Donc, il y a beaucoup plus de points dans ce graphique-là parce que il y a beaucoup plus de pays dans le monde que de provinces dans le Canada. Donc, je ne sais pas exactement il y a combien de points dans la distribution, là, mais c'est certainement plus d'une centaine de pays qui sont répertoriés là-dedans. Et donc, on voit en X ici l'espérance de vie. Vous voyez que c'est en années, donc 50 ans, 55 ans, 60, 65, 70, etc. Je ne connais pas exactement là, les chiffres du Canada, mais c'est certainement là, qu'on se retrouve là, quelque part dans le groupe de tête ici, là, parce que la moyenne d'espérance de vie là, est très élevée au Canada. Et on voit en Y, donc la mortalité infantile, là, je ne suis pas certain exactement là, l'unité du chiffre qui est là. C'est peut-être là, le nombre de décès là, de mortalité infantile par un certain nombre d'habitants, là, ou par 100 000 ou par 10 000 habitants, là, je ne saurais dire. Mais évidemment, plus on monte ici, plus ça veut dire que la mortalité infantile est élevée. Ça veut dire qu'il y a plus d'enfants qui décèdent malheureusement en jeune âge. Bon, vous voyez peut-être pas grand-chose dans ce graphique-là. On aurait tendance à croire que, bon, il n'y a pas grande information que je peux retirer de ce graphique-là. Mais quand même, il y a une tendance, je vous dirais, assez générale, qui est que plus l'espérance de vie augmente, donc plus j'augmente ici l'espérance de vie en X, plus la mortalité infantile diminue. Et ça, évidemment, bon, ça ne forme pas une ligne aussi droite et aussi belle qu'on avait dans le premier cas, mais on voit quand même qu'il y a une tendance générale vers le bas ici. Donc, plus l'espérance de vie augmente, plus la mortalité infantile diminue. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Ben, on peut penser comme le Canada, comme j'ai dit, je ne sais pas où est exactement le Canada là-dedans, mais certainement dans le peloton de tête. Évidemment, le Canada, donc c'est un pays développé, les services de santé sont très développés et donc sont capables de guérir les gens. Donc, nécessairement, si les gens sont capables de guérir de maladies plus graves, ben ça veut dire qu'ils vivent plus vieux. Et ça veut dire également qu'il y a moins de chances qu'il y ait des jeunes enfants qui meurent parce que on a des méthodes avancées de médecine qui nous permettent de sauver peut-être là, la vie de certains enfants. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, malheureusement,
l'accès à ces techniques médicales et ces ressources médicales-là n'est pas aussi développé, donc ça fait en sorte que la mortalité infantile est plus grande. Et si vous avez moins accès pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les personnes qui ne sont pas âgées. Donc, de ne pas avoir accès à ces soins de santé-là, ben ça va diminuer grandement leur chance de survie à long terme s'ils sont malades ou ils sont blessés, ou etc. Donc, on voit qu'il y a une relation entre les deux variables, mais ce n'est pas aussi clair, ce n'est pas aussi évident que ce qu'on a vu par ailleurs dans l'exemple précédent. Donc, on voit que d'abord, la relation n'est pas dans le même sens. Là, quand l'espérance augmente, la mortalité infantile diminue. Puis on voit aussi que ça ne forme pas une aussi belle droite que ce qu'on avait dans l'exemple précédent. Donc, deux choses à noter ici. Dernier exemple. Donc, c'est la troisième question que je posais, c'est est-ce qu'il y a donc une relation entre l'âge d'un joueur de hockey et le nombre de points qu'il va faire dans la Ligue nationale? Et donc, ça, c'est des données qui datent de quelques années. Donc, j'ai pris les 50 meilleurs pointeurs, donc les 50 meilleurs joueurs à la fin d'une saison, et leur nombre de points ici, donc, dans le graphique qui est là. Et là, la question, c'est de savoir, en X, ici, j'ai l'âge des joueurs, en Y, j'ai le nombre de points. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Donc, au fur et à mesure que l'âge d'un joueur augmente, est-ce qu'on voit que le nombre de points augmente ou diminue? Ben, je vois pas vraiment de tendance. Je sais pas pour vous ici. On a une espèce de gros paquet de points ici, comme ça, qui est pas mal au centre, une espèce de, là c'est le cas de le dire, un vrai nuage de points. On voit pas des points qui sont alignés, par exemple, et là je pourrais le montrer ici. Donc plein de points qui sont alignés comme ça, à la hausse, qui voudrait dire que si là, un joueur de hockey est plus vieux, ben, ça veut dire qu'il va faire plus de points. Donc, c'est ce que j'aurais ici si. C'est ce que j'aurais, oui, si j'avais donc une situation là, où vraiment on avait une relation croissante. À l'inverse, on pourrait avoir la situation inverse. Peut-être que je pourrais mettre ici une autre couleur pour bien montrer cette chose-là. Imaginons ici que je le mets en bleu. Donc, on pourrait avoir des... Non, pas bleu, parce que ça va être mélangé avec les points que j'ai déjà ici. Donc, du jaune, peut-être. Est-ce que j'ai mis du jaune? Oui, voilà. Donc, imaginons qu'on a des points comme ça qui seraient alignés donc vers le bas. Donc, ça aurait voulu dire que si un joueur de hockey est plus vieux, ben, il y a moins de chances de faire de points. Peut-être qu'on aurait eu tendance à croire ça, qu'un joueur plus âgé, donc qui est peut-être moins rapide, moins efficace. On voit très bien qu'il y a des joueurs qui sont plus âgés qui tirent bien leur épingle du jeu. Donc, par exemple, ici, là, je ne sais pas à qui ça fait référence. Ici, un joueur de hockey, là, vraisemblablement de 36 ans, qui a fait plus de 60 points. Donc, ça démontre, et puis on en a d'autres ici, là, passé les 30 ans, qui ont fait beaucoup de points également. Donc, ça démontre qu'on a vraiment des joueurs là, qui sont capables de performer à des hauts niveaux, même s'ils sont plus vieux. Et il y a des joueurs qui sont plus jeunes, ici, en bas de 20 ans, qui ont fait exactement le même nombre de points que les joueurs plus vieux. Donc, ce graphique-là ne démontre pas une tendance claire, ne démontre pas une relation, si vous voulez, entre ces deux variables-là. Et donc, on va commencer bientôt à essayer de définir justement quelle serait cette relation-là entre les deux variables. Et dans le cas qui nous intéresse ici, on n'en voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retirer comme information? Donc, je vous demande de vous rendre dans votre document de notes à la page 4. Vous avez un tableau, donc en 5.1, donc qui porte sur ce qu'on appelle, donc ça c'est la page, oh c'est encore jaune ici, j'aime pas tant, oh, je reviens ici, rouge, là je pense que j'ai pris du orange, attendez un instant, on va revenir ici, donc rouge s'il vous plaît, oui c'est rouge, parfait, excellent, donc page 4, donc ça c'est le point 5.1, vous avez un tableau comme celui-là qu'on va compléter ensemble. Donc ce qu'on vient de faire sans le nommer, c'est qu'on vient d'étudier ce qu'on appelle la corrélation linéaire, donc c'est-à-dire la relation qui existe donc, entre deux variables. Est-ce que c'est une relation linéaire? Donc est-ce que cette relation entre les deux variables suit une droite? Linéaire, hein, ça fait référence donc aux droites. Ici, donc droite. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des points dans un graphique qui s'alignent le long d'une droite? Donc,
pour être capable d'analyser donc ces relations-là, on va établir deux axes d'analyse. Donc, le sens de la corrélation et l'intensité. Donc, au niveau du sens, on va dire qu'une corrélation peut être positive. C'est-à-dire qu'il va y avoir une relation linéaire entre les deux variables de la distribution. Et cette relation, j'ai employé ce mot-là un peu plus tôt, ça va être une relation croissante. Donc, si une variable augmente, l'autre augmente également. Et donc, ça, on a vu ça dans notre premier graphique au niveau des policiers. On a vu un graphique, ici, un nuage de points, où nos points étaient alignés, donc, en allant vers le haut. Donc, c'est-à-dire que quand les X augmentent, quand la population d'une province augmente, en Y, le nombre de policiers augmente également. Donc, on va dire dans ce cas-là que c'est une corrélation qui est positive. Il peut y avoir l'inverse également, donc une corrélation négative, c'est-à-dire que la relation linéaire entre les deux variables de la distribution est décroissante. Autrement dit, que si une variable augmente, l'autre diminue. Et ça, on a vu ça dans notre deuxième exemple. Donc, on avait un graphique qui n'était pas aussi clairement en forme de droite que le premier, mais on voyait clairement que nos points, donc, avaient une tendance générale à la baisse. Donc, quand le X augmentait, le Y diminuait. Donc, et ça s'alignait, bon, pas tout à fait dans le sens d'une droite, mais quand même, ça donnait une tendance générale, donc décroissante. Donc, c'est une corrélation qu'on dit à ce moment-là négative. Dernière chose qu'on va étudier, donc le sens, est-ce que c'est positif, croissant, négatif, décroissant? Donc, c'est l'intensité. On a vu notamment entre le premier et le deuxième graphique, le premier exemple avec les policiers, le deuxième graphique, l'espérance de vie, la mortalité infantile, que dans le premier cas, on avait des points qui étaient presque alignés parfaitement le long d'une droite, et que dans le deuxième cas, on avait des points qui faisaient une espèce de nuage à la baisse, donc qui n'étaient pas très clairement alignés le long d'une droite, mais on voyait quand même qu'il y avait une tendance générale. Donc, qu'est-ce qui distingue ces deux graphiques-là? Ben, non seulement le sens de la corrélation, mais aussi l'intensité. Donc, dans le premier cas, on a vu une corrélation qui était forte, c'est-à-dire que la relation linéaire entre les deux variables était largement respectée par les points, donc la majorité des données de la distribution. Autrement dit, la vaste majorité, tous les points suivaient la droite. Donc, quand on a une corrélation qui est forte, ça veut dire que nos points suivent la droite. Donc, ils s'alignent le long d'une droite, suivent la droite. Voilà. Et donc, ça, c'est une corrélation. C'est pas super, hein, ça. Je vais essayer de réécrire comme il faut. C'est pas toujours évident écrire sur mon écran ici. Donc, suivre. Oh boy, mon E est terrible. Je recommence. Suivre, ça c'est mieux. La droite. Ah, ça va un peu mieux. Un peu. Donc, vous m'excuserez ici. Donc, les points suivent la droite. Et le contraire de ça, ce qu'on a vu dans le deuxième exemple, c'est qu'on avait une tendance à la baisse, mais les points n'étaient pas particulièrement bien alignés le long d'une droite. Il y avait une tendance, mais faible. Et donc, on va dire que cette corrélation-là est faible. Donc, la corrélation linéaire entre deux variables de la distribution est peu respectée. Donc, oui, il y a une tendance, mais cette tendance-là ne suit pas exactement la droite. Je vais écrire ici, là, s'aligne, donc les points s'alignent plus ou moins avec la droite. Avec la droite. Donc, c'est-à-dire qu'on a une tendance, mais ce n'est pas une tendance qui est claire. Donc, les points ne sont pas particulièrement bien alignés, bien visiblement le long d'une droite, là. Donc, vraiment, mon écriture n'est pas terrible. Vous m'excuserez encore une fois. Donc, s'aligne. Bon, on va dire que c'est correct. Vous aurez compris ici. Donc, les points s'alignent plus ou moins avec la droite ou les points suivent parfaitement la droite. Donc, c'est la distinction qu'on va avoir entre une corrélation qui est forte ou une corrélation qui est faible. Et d'ailleurs, ça ici, on va aller le représenter dans un tableau à l'instant.
Et on va faire un petit saut ici dans votre document de notes. Donc, si vous suivez avec votre document de notes, donc là, on est à la section 5.1. On vient de compléter le tableau à la section 5.1. On ne complétera pas tout de suite la section 5.2. On va laisser ça pour un autre tutoriel, si vous permettez. On va y revenir nécessairement. Et on va aller tout de suite à la page suivante, à la page 5. On va aller compléter une partie du tableau que vous avez, donc, à la page 5. C'est le tableau à la section 5.3. Donc, je vais aller me rendre ici également comme vous. Ici, donc, le tableau, voilà, comme ça. Donc, ça, c'est à la page 5 de votre document. Donc, la section 5.3. Et dans cette section-là, donc, vous avez un tableau dans lequel on a mis donc, les différentes possibilités, si vous voulez, de corrélation et à quoi ça ressemble, donc, ces différentes possibilités de corrélation lorsqu'on place des points comme ceux-là dans un nuage de points, dans un graphique. Vous remarquez qu'à l'écran, j'ai un tableau avec 3 colonnes sur 4. Donc, dans votre document de notes, il y a une 4e colonne qui s'appelle le coefficient de corrélation linéaire. Ça, on n'en parlera pas nécessairement maintenant. Ça va faire l'objet du prochain tutoriel. Et donc, on va simplement remplir les 2 colonnes du milieu, là, parce que la première colonne est déjà toute remplie pour vous. Donc, à quoi ça ressemble une corrélation qu'on dit parfaite et positive? Bien, une corrélation parfaite, c'est que vraiment tous les points s'alignent le long d'une droite. Et positif, bien, on a dit que c'était donc une corrélation qui allait vers le haut, croissante. Donc, ce sont tous des points qui s'alignent donc, vers le haut, donc le long d'une droite. Évidemment, l'équivalent pour une corrélation négative, c'est la même chose vers le bas. Et là, ici, dans nos petits graphiques, l'idée, c'est pas d'être très, très précis. C'est juste se donner une idée à quoi ça ressemble dans un graphique. On aura des moyens éventuellement d'avoir une mesure plus précise pour savoir est-ce que c'est une corrélation parfaite, forte, moyenne. Et vous allez voir que des fois, ça va être comme difficile à l'œil de distinguer l'une de l'autre. Parfaite, ça va. Vous allez voir que nul, en général, ça va aussi. Mais entre les deux, forte, moyen, faible, ça peut être difficile simplement à l'œil d'évaluer cette chose-là. Donc, on va se donner un moyen. C'est cette fameuse case-là qu'on ne remplira pas aujourd'hui, la 4e case de votre tableau qui va nous servir de référence pour ça. Donc, qu'en est-il d'une corrélation qui est forte? Ben, c'est une corrélation où la majorité des points donc, vont suivre la droite, mais vous en avez peut-être quelques-uns qui vont s'espacer un peu. Vous voyez ici, là, vous avez quand même une tendance générale à la hausse. Donc, si je plaçais une droite à l'intérieur de ces points-là, les points seraient rapprochés de la droite. Donc, on va faire ça éventuellement, placer des droites comme ça dans notre nuage de points. Pour aujourd'hui, ce n'est pas particulièrement important, là. Ça va s'appeler une courbe de tendance, en tout cas, bref, d'autres noms, là, une droite de régression linéaire. Bref, on n'ira pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on va faire éventuellement. Et là, ensuite, ben, si vous avez la même chose pour le négatif, ben, c'est exactement la même chose ici vers le bas. Donc, une tendance générale vers le bas. Donc, pas des points qui sont parfaitement alignés le long d'une droite, mais quand même, de façon générale, relativement alignés le long des droites. Et là, je pense que vous allez comprendre la suite des choses. Donc, si on s'en va à moyen, ben là, nos points vont être encore moins alignés le long d'une droite. Donc, on voit qu'on a encore une tendance générale vers le haut. Mais bon, c'est pas aussi clair que fort, nécessairement vraiment moins clair que moyen. Donc, même principe ici, vers le bas, si c'est une corrélation donc négative, donc décroissante. Et là, on peut continuer comme ça. Donc, vous comprenez où on s'en va là, avec ça. Donc, une corrélation faible. Donc, vous voyez ici, encore une fois, vous voyez que mon nuage de points, là, ça commence à ressembler un peu à n'importe quoi. Mais il y a quand même une tendance générale à la hausse. Donc, vous voyez ici là, qu'il y a une certaine tendance très, très faible. Les points ne sont vraiment pas très bien alignés le long d'une droite. Il y a quand même une tendance à la hausse. Et négative, ben, même chose. Donc, un nuage de points semblable, mais vers le bas, comme ça ici. Donc, voilà. Corrélation nulle, donc ce sont des nuages de points où on n'a aucune idée possible d'une tendance soit à la hausse ou soit à la baisse dans notre nuage de points. Vous voyez ici, là, les nuages de points, j'ai fait 2 fois le même. Là. Ce ne serait pas nécessaire là, de recopier là, 2 fois le même.
On ne peut pas dire une corrélation nulle positive ou nulle négative. Nul, c'est zéro. C'est ni positif ni négatif, là, ou c'est l'un ou l'autre en même temps, peu importe. Mais tout ça pour dire qu'au final, on pourrait autant dire dans ces deux graphiques-là qu'il y a une tendance à la hausse ou à la baisse. Donc, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On ne peut pas vraiment dire qu'il y en a une qui domine l'autre. Donc, dans ce cas-là, on va oublier ça et on va dire que c'est une corrélation qui est nulle. Donc, un peu comme dans notre graphique où on avait les joueurs de hockey, il n'y avait pas de tendance claire ni à la hausse ni à la baisse. Il n'y avait pas de tendance, point. Donc, ça s'appelle là, une corrélation qui est nulle. Comme j'ai dit, il n'y a pas de cas de positif ou négatif. C'est une corrélation qui est nulle. Parfait. Dernier cas possible, ben, c'est la corrélation non linéaire. Donc ça va arriver. Ce n'est pas des choses qu'on va étudier en détail, mais des fois, vous allez voir ça arriver dans des questions sur le cahier d'exercice. On va vous demander de calculer certaines choses. Et là, on va vous présenter un graphique de la sorte. Donc, un graphique où les points, donc, ils ont une tendance, mais pas une tendance en forme de droite. Donc, une tendance, par exemple, en forme de courbe ici. Une tendance très claire en forme de courbe. Donc, ça, c'est de courbe. Ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation non linéaire. Donc, même principe, ça pourrait être une tendance à la baisse, comme ça ici, mais en forme de courbe. Ces cas-là, on ne les étudiera pas en détail. On n'aura pas les outils mathématiques en maths CST de quatrième secondaire pour faire une analyse de ce genre de choses-là. Cela dit, c'est important de reconnaître que on ne peut pas appliquer certains outils de calcul qu'on va développer dans le prochain tutoriel. On ne peut pas appliquer ça dans des corrélations qui ne sont pas en ligne droite. Donc, on pourrait peut-être écrire comme petite note ici, là, quelque chose comme on ne peut pas analyser ces corrélations-là. Donc, j'ai définitivement de la misère avec mon écriture aujourd'hui. On ne peut pas analyser dans le sens, avec nos outils qu'on va avoir, nous, et là, mes E sont terribles. Donc, avec les outils qu'on aura en maths CST de quatrième secondaire, on n'a pas ce qu'il faut pour être capable d'analyser ces choses-là en détail. Donc, on va pouvoir reconnaître que c'est des corrélations qui ne sont pas linéaires, mais on ne pourra pas faire davantage avec ça. Excellent. Donc, comme j'ai dit, la dernière colonne du tableau, on la laisse vide pour l'instant. Donc, c'était notre introduction donc, au principe de corrélation. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il existe des corrélations donc, qui peuvent être positives ou négatives, donc une tendance à la hausse, croissante ou négative décroissante, et également que les corrélations peuvent être plus fortes, plus faibles. Au moment où on se parle, on n'a pas vraiment les outils pour être capable de dire, de déterminer. Si je vous demandais de comparer, par exemple, la corrélation faible qu'on avait ou la corrélation moyenne, je pense que certains d'entre vous seraient bien embêtés de comparer celle-là ici avec celle qu'on a à la diapositive suivante, comme par exemple celle-là. Donc, comment dire qu'une est faible et l'autre moyenne? On n'a pas encore les outils pour être capable de le faire précisément. Mais ça sent bien dès le prochain tutoriel. Donc, petit exercice pour compléter avec vous. Si vous voulez vous rendre à la page 280 de votre cahier d'exercice, c'est un exercice très, très rapide qu'on va faire ensemble. Donc, on vous présente ici deux séries de nuages de points. On ne vous donne pas de contexte ici, là, on ne vous donne pas de données précises, c'est juste des nuages de points là, pour nous permettre rapidement d'analyser la situation. Et on nous demande donc, dans chaque cas, d'encercler le nuage de points qui montre la corrélation linéaire la plus forte, donc entre les variables. Et donc, on va commencer par le premier, qui dit corrélation forte, dit des points qui s'alignent donc le plus possible le long d'une droite. Et dans le cas de la première série, en A, donc la première série que vous avez en haut ici, je pense qu'il ne fait pas trop de doute de dire que la corrélation la plus forte, vous la retrouvez donc dans le graphique C. C'est-à-dire que c'est les points qui sont le plus rapprochés d'une droite imaginaire ici qui passerait par eux. Et toutes les autres distributions là, que vous avez, les autres nuages de points, vous avez donc des corrélations nécessairement qui sont plus faibles parce que les points ne sont pas
sont moins bien alignés les longs des droites. Donc, C, ce serait le numéro 1, donc le plus fort. Là, après ça, si on faisait un ordre décroissant, possiblement qu'on pourrait dire que, ben, ça serait une chaude lutte. J'aurais tendance à dire que le D serait le deuxième. Vous avez ici une droite là, qui est quand même assez, où les points peuvent être assez rapprochés d'une droite. B serait probablement pas très très loin derrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis comment arriver à dire lequel entre B et D est le plus proche d'une droite, le moins proche d'une droite. En ce moment, on n'a pas d'outils pour faire ça. Ben, ça va être notre objectif au prochain tutoriel, de savoir, d'être capable de dire assez précisément c'est lequel le meilleur. Est-ce que c'est le B ou c'est le D? Là, à l'œil, on pourrait dire que c'est le D, un peu meilleur que le B. Donc, dans l'ordre, ce serait C, D, B. Et le dernier, ce serait le A. Donc, le A, on voit que les points sont assez éloignés. Si on traçait une droite qui passe par le milieu de cette distribution-là, les points sont assez éloignés de cette droite-là. Donc, ça, ce serait le quatrième. Si on avait à évaluer, donc, également le sens de la corrélation, donc C, le premier, ce serait une corrélation positive, parce qu'on voit que la tendance est à la hausse. D également. C également. Et le quatrième, ce serait une corrélation négative. Donc, le A serait négatif. Et c'est la corrélation la plus faible et également, elle est négative. Les trois autres sont positives parce que les droites, si vous voulez, imaginaires qui passent par les points, donc sont placées vers le haut. Maintenant, qu'en est-il de la deuxième série de graphiques? Donc, laquelle des distributions nous donne une droite les points les plus rapprochés d'une droite? Ben, j'aurais tendance à dire dans ce cas-ci que ce serait le B, bien sûr. Donc, où on a la droite la plus claire. Donc, ça serait notre premier cas. Et là, ici, on a une situation intéressante. Si on avait à continuer, je sais que ce n'est pas la question, mais si on avait continué l'analyse pour dire, bon, c'est lequel le prochain, les points qui se rapprochent le plus d'une droite, j'aurais tendance à dire que c'est le A, le deuxième. Donc, on aurait ici une tendance comme celle-là. Certains pourraient dire, ah oui, mais regardez ici dans C, vous avez des points qui sont très rapprochés, mais ils sont rapprochés de deux droites distinctes. Donc, ça, c'est pas un cas, je vais mettre ici là, NL, donc ça serait un cas de non linéaire. Parce que c'est pas une seule droite, j'en ai deux. Et ça compte pas. Donc, vraiment, si je veux parler d'une corrélation linéaire, il faut que ça soit, les points soient alignés le long d'une seule et même droite. Et même principe pour le D, voyez ici que vous avez une tendance comme ça ici, vraiment en forme de courbe. Donc, vous avez une autre situation qui est non linéaire. Donc, on ne pourrait pas dire, par exemple, dans le cas C et D, si on a une corrélation forte, faible, corrélation positive, négative, on ne pourrait pas être en mesure de dire ça, de faire cette analyse-là, parce qu'on a deux situations où on a des corrélations qui sont non linéaires. Donc, dans le cas de C, parce que les points ne sont pas alignés le long d'une même droite, ils sont alignés le long de deux droites différentes, puis dans le cas de D, ben, c'est aligné le long d'une courbe. Pour terminer, le sens, donc le B ici également négatif et le A également négatif, parce que dans les deux cas, on voit très bien que la distribution, plus le X augmente, plus le Y diminue. Donc voilà pour ce petit exemple très rapide. Je comprends que ces explications-là peuvent vous laisser sur votre faim au moment où on se parle, parce que, bon, on comprend un peu l'intérêt, mais en même temps, on ne sait pas trop comment arriver à donner des valeurs précises, c'est-à-dire comment arriver à dire, par exemple, comme on le disait en A ici, lequel entre B et D est euh, laquelle des corrélations est la plus forte, la plus faible entre les deux. On n'a pas de moyens précis de déterminer ça. Ça peut être un peu fâchant. On a juste des moyens généraux, des estimations qu'on peut faire. La situation va changer au prochain tutoriel. On va se doter d'outils et de façons de travailler qui vont nous permettre d'arriver à calculer là, certaines de ces choses-là beaucoup plus précisément. Et ça va nous aider, bien évidemment, dans notre analyse là, de la suite des choses là, pour être en mesure là, de mieux analyser, bien sûr, le sens et la force d'une corrélation. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ces informations vous aideront à comprendre là, ceci et la suite, évidemment. Et on se dit donc à la prochaine.